C'est une situation que beaucoup connaissent, hein. On a besoin d'une voiture pour bosser, mais impossible de la financer à cause de soucis d'argent. Un vrai cercle vicieux. Alors aujourd'hui, on va justement décortiquer tout ça et surtout on va voir qu'il y a des solutions bien concrètes pour s'en sortir. La grande question, c'est ça. Être fiché bancaire et avoir besoin d'une voiture, est-ce que c'est mission impossible? Eh bien, la réponse, et c'est la bonne nouvelle, c'est non. Attention, ce n'est pas simple, c'est un vrai défi. Mais des portes existent. Le tout, c'est de savoir lesquelles. Pour que ce soit parlant pour tout le monde, on va partir d'un exemple très concret. Le budget d'une famille. C'est notre base de travail. La situation de départ, c'est ce qu'on peut appeler une double contrainte. C'est-à-dire un besoin qui est essentiel et un obstacle majeur qui empêche de le satisfaire. C'est le cercle vicieux classique. Pas de voiture, ça veut dire que la mobilité est en jeu et donc souvent l'emploi aussi. Mais comment on finance cette voiture si l'accès au crédit est bloqué à cause d'un fichage bancaire? Le sentiment d'être pris au piège est bien réel. Vous savez, parfois, les plus gros trésors ne sont pas cachés dans des coffres forts, mais ils sont là, juste sous notre nez, dans nos factures de tous les jours. Aujourd'hui, on va jouer les détectives et mener l'enquête. Voilà la grande question. Est-ce que sans même le savoir, on laisse filer de l'argent chaque mois? La réponse pourrait bien changer la donne pour un budget un peu serré. Allez, c'est parti, on plonge dans le dossier. Bon, alors plantons le décor. On part d'une situation que beaucoup de gens connaissent. Un budget où il faut jongler, où chaque euro a son importance. C'est notre point de départ. Alors, regardons les chiffres. On a des revenus de 2227 € et des dépenses qui dépassent les 1730 €. Au final, il reste moins de 500 € à la fin du mois. La marge de manœuvre est, disons, très limitée. C'est justement là que notre enquête devient intéressante. Pour être efficace, on ne va pas se disperser. On va se concentrer sur quelques postes de dépenses bien précis. Nos suspects numéro 1, ceux qui, mois après mois, pèsent sur le budget, souvent sans qu'on y fasse vraiment attention. Et les voici, nos 4 suspects. Les télécoms, et puis un trio d'assurances, auto, habitation et scolaire. Ce sont les charges fixes typiques, celles qu'on signe un jour et qu'on oublie. Mais sont-elles vraiment optimisées? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. On attaque avec un grand classique. Dans ce foyer, il y a 2 lignes de téléphone, chacune avec son propre contrat. Probablement souscrit à des moments différents, pour des besoins qui ont peut-être changé depuis. Et là, attention, le comparatif fait mal. On part de presque 64 € par mois pour arriver à une estimation d'environ 18 € pour 2 forfaits équivalents en regardant simplement les offres du marché aujourd'hui. C'est juste énorme. Le verdict tombe pour notre premier suspect. 45 € d'économie. Chaque mois. C'est une première piste très, très sérieuse. Deuxième dossier. Et là, il y a un détail qui change tout. La voiture assurée, eh bien, elle ne roule pas. Elle est immobilisée. La question est simple, est-ce que le contrat d'assurance est toujours adapté? Alors oui, la loi oblige à assurer un véhicule même s'il reste au garage. Par contre, elle n'oblige absolument pas à garder une assurance tout risque qui coûte cher. En passant au minimum légal, c'est-à-dire la responsabilité civile, on ajuste le contrat à la réalité. Quel résultat? Hop, 30 € de plus qui restent dans le budget mensuel. L'enquête progresse bien et les économies s'additionnent. Troisième suspect sur le grill, l'assurance habitation. C'est indispensable, bien sûr, mais les prix, eux, ils bougent tout le temps. Alors la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on paye le juste prix? Ici, l'enquête est plutôt rapide. Il suffit de faire un petit tour sur un comparateur en ligne pour voir que le tarif actuel de 32 € est bien au-dessus de ce qui se pratique. La moyenne pour un logement similaire, c'est plutôt autour de 17 €. Voilà, 15 € d'économiser par mois. Ça peut sembler moins spectaculaire que les autres, mais on est bien d'accord, il n'y a pas de petites économies. Chaque euro va compter à la fin. Et on arrive maintenant à la pièce à conviction principale de notre enquête. Une dépense qui, franchement, saute aux yeux comme étant complètement anormale. Regardez bien ces chiffres, c'est assez fou. On parle de 77,36 € par mois pour une assurance scolaire. Ça fait plus de 920 € par an, alors qu'un contrat classique, ça coûte entre 15 et 35 € par an. L'écart est juste colossal. Il s'agit sûrement d'un contrat plus large, du type garantie accident de la vie, qui n'était peut-être pas nécessaire. Le résultat est sans appel, une économie massive de 74 € par mois. C'est clairement notre plus grosse prise et ça change complètement la donne pour le budget. Alors, si on résume notre enquête, en 4 actions très ciblées, on a analysé et corrigé des dépenses sur des postes souvent laissés de côté. Simple, mais terriblement efficace. Et visuellement, l'impact est juste spectaculaire. On passe de 218 € de dépenses mensuelles pour ces 4 postes à seulement 54 €. Le graphique parle de lui-même, c'est le jour et la nuit. Le verdict final de notre enquête financière est donc de 164 €. C'est le montant total des économies qu'on a pu débloquer chaque mois.
Et si on fait le calcul sur une année complète, eh bien on arrive à près de 2000 €, 1968 € pour être précis. C'est une somme qui, concrètement, peut changer beaucoup de choses. En fait, le plus important, ce n'est même pas le chiffre en soi. C'est ce qu'il représente. C'est la possibilité de passer d'une gestion où l'on subit à une gestion où l'on choisit. C'est reprendre le contrôle, tout simplement. C'est exactement ce que souligne l'analyse. Ce nouvel excédent mensuel, qui passe de moins de 500 à plus de 660 €, ça devient un vrai capital pour agir. On peut s'en servir pour rembourser des crédits, pour épargner ou pour financer un projet. Alors, avec cette nouvelle capacité financière, il est temps de s'attaquer au deuxième gros morceau, les dettes. Mais attention, pas n'importe comment. On va utiliser une méthode qui privilégie la psychologie, la motivation. En gros, il existe deux grandes stratégies. D'un côté, l'avalanche, c'est purement mathématique, on s'attaque aux dettes avec les plus gros taux d'intérêt pour économiser sur le long terme. De l'autre, la boule de nage, là l'approche est psychologique, on cible d'abord la plus petite dette pour s'en débarrasser vite et ressentir une victoire. C'est simple. D'abord, on liste toutes ces dettes, de la plus petite à la plus grosse. Ensuite, on continue de payer le minimum sur toutes. Mais tout l'argent qu'on a en plus, on le met sur la plus petite dette, on la dégomme le plus vite possible. Une fois qu'elle est payée, on prend l'argent qu'on mettait dessus et on l'ajoute au paiement de la dette suivante. Et ainsi de suite. La boule de neige grossit et on voit les dettes disparaître une par une. C'est hyper motivant. Et tout est dit ici. Cette idée, elle explique parfaitement pourquoi la méthode boule de neige est si efficace. Le fait d'éliminer une ligne de dette, même une toute petite, ça procure un sentiment de contrôle incroyable. Et ça donne une motivation énorme pour continuer. C'est cet élan qui est le vrai moteur du changement. Concrètement, ça veut dire que dès le premier mois, le surplus qu'on a dégagé permet de rayer d'un seul coup plusieurs petites dettes. Hop, celle de l'hôpital, hop, la cantine, l'opérateur téléphonique. En quelques semaines, le nombre de créanciers diminue drastiquement. Et ça libère l'esprit pour se concentrer sur l'objectif suivant. Ok, maintenant, on s'attaque au gros morceau. Le fichage à la Banque de France, ce fameux FICP. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que bien comprendre, c'est déjà le début de la solution. Alors, FICP, ça veut dire Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. En plus simple, c'est une liste gérée par la Banque de France. On se retrouve dessus quand on a un souci pour rembourser un crédit ou quand on lance une procédure de surendettement. C'est important de comprendre que ce n'est pas une punition, c'est plutôt une protection pour éviter de s'enfoncer encore plus. Et surtout, le point le plus important, ce n'est pas une condamnation à vie. Loin de là. Pour un incident de paiement, c'est 5 ans maximum. Mais si on rembourse sa dette, l'inscription est effacée tout de suite. Dans le cas d'un plan de redressement, c'est 7 ans, mais ça peut être réduit à 5 ans si tout se passe bien. Bref, il y a toujours une date de fin, une sortie. Le budget est optimisé, le remboursement des dettes est enclenché. Il reste le gros problème de la voiture. Et c'est là qu'on découvre quelque chose d'essentiel. Il existe tout un système d'aide qui fonctionne en dehors des circuits bancaires traditionnels, le microcrédit social. Et dans ce domaine, il y a un acteur clé, c'est l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Leur mission, elle est simple et puissante, donner accès au crédit à ceux qui en sont exclus, surtout quand c'est pour un projet lié à l'emploi, comme avoir une voiture. Et attention, on ne parle pas de petites sommes. Le financement peut monter jusqu'à 12 000 €. Avec ça, on peut tout à fait trouver un véhicule d'occasion fiable qui va devenir un véritable outil de travail. Alors, ce microcrédit mobilité de l'ADI, comment ça marche? C'est très concret, ça peut servir à acheter une voiture, bien sûr, mais aussi à la faire réparer ou même à financer son permis de conduire. C'est vraiment fait pour les gens pour qui le manque de mobilité bloque l'accès à un emploi. Pour les conditions, on rembourse entre 6 mois et 4 ans, il y a un taux fixe et une petite contribution de solidarité. La seule grosse condition, c'est d'avoir un garant qui couvre la moitié du prêt. Et avec 180 agences partout en France, il y en a forcément une pas très loin. Acheter la voiture, c'est une chose, mais après, il faut l'entretenir. Et ça peut vite coûter cher. Heureusement, là aussi, il y a des solutions solidaires pour faire baisser la note. Par exemple, les garages solidaires. Le concept est génial. Ce sont des garages qui font les réparations et l'entretien à des prix bien plus bas, parfois jusqu'à 30% de moins qu'un garage classique. Ça existe dans beaucoup de régions. Et le truc en plus, c'est que ce sont souvent des chantiers d'insertion qui aident des gens à retrouver un emploi. Cet écosystème, il repose sur deux piliers. D'un côté, des organismes comme l'ADI. Eux, ils proposent du microcrédit pour la mobilité. C'est un prêt qui est pensé pour les personnes exclues du système bancaire. Et de l'autre, il y a les garages solidaires qui vendent et réparent des véhicules à des tarifs sociaux. Le parcours devient alors très clair, très concret. D'abord, on contacte l'ADI pour monter un dossier de microcrédit. Une fois que ce financement est accordé, il n'y a plus qu'à se rendre dans un garage solidaire pour choisir un véhicule qui est à la fois fiable et adapté au budget. Et imaginons que le besoin soit juste pour quelques semaines, une période d'essai, une mission d'intérim. Pas la peine d'acheter. Il existe la location solidaire. Des associations louent des voitures pour quelques euros par jour, juste pour des trajets professionnels.
C'est super flexible et vraiment pas cher. Parfois, ça oblige à regarder ailleurs, et c'est là qu'on découvre des solutions qui sont spécifiquement conçues pour ces situations. C'est l'écosystème de la finance solidaire. Bon, tout ça, ça peut sembler être beaucoup de choses à faire en même temps. C'est pour ça qu'il est essentiel de tout décomposer en un plan d'action simple, réalisable, sur un mois par exemple. Voilà à quoi ce premier mois peut ressembler. Semaine 1, on se concentre sur les actions qui ont un impact immédiat pour libérer du budget. Semaine 2, on active les aides sociales possibles, on contacte le CCAS. Semaine 3, on lance le projet véhicule avec un rendez-vous à l'ADI. Et semaine 4, on explore les options concrètes auprès des garages solidaires. C'est un plan structuré qui permet de créer un vrai élan. Pour résumer, toute cette démarche repose vraiment sur 3 piliers solides. Premièrement, l'optimisation agressive des charges pour se créer une capacité financière. Deuxièmement, la stratégie psychologique de la boule de neige pour se libérer des dettes. Et enfin, l'activation de cet écosystème solidaire pour contourner les blocages bancaires. Au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est possible, c'est de savoir par où commencer. Changer un forfait téléphonique, comparer une assurance, rembourser une toute petite dette. La plus petite action, celle qui est faite aujourd'hui même, c'est le tout premier pas qui enclenche l'ensemble du processus pour retrouver son autonomie.